Ok. Voilà. Bonjour tout le monde, excusez-moi. J'arrive un petit peu tard. Pas mal de choses à régler. En plus, je suis au fin fond d'une espèce de placard. Je ressemble à rien et tout. Semaine un peu compliquée. Ouais, je me suis mis au fin fond d'une arrière-plan de cuisine. Donc voilà. Ben, bonjour à toutes. Je suis vraiment content de reprendre ces streams-là. Bonjour à ceux qui sont là. Coucou Gabriel. Euh, Alors, donc... la question c'est où est-ce que j'en étais en fait. Je me rends compte de plus en plus que ces streams ressemblent un petit peu à ça. Ça veut dire que, mine de rien, coucou, salut toi. Je me rends compte que, mine de rien, ces streams correspondent vraiment à quelque chose de l'ordre d'une progression un peu globale, quoi. Il est important pour moi, d'une part, de voir où je m'étais arrêté, et ensuite de repréciser deux ou trois choses, un peu au niveau de la, comment dire, pas de l'objectif, hein, il n'y a pas d'objectif, quoi, mais en tout cas de la cohérence globale de tout ça, quoi. Euh... Ouais, hésite pas, hésite pas. Euh, ouais, faut pas hésiter à soutenir tout ça, quoi. Donc la question en fait c'est pour ceux qui découvrent là, je sais qu'il y en a quelques-uns. L'idée c'est que j'ai commencé ces streams il y a 1 ou 2 mois, même si bon ça faisait plus d'un an voire 2 ans maintenant que je me suis essayé à ce type de format-là. Ces formats-là, j'ai essayé de les varier. Et surtout, je pense que j'ai essayé de me trouver, en fait, à travers ces formats-là. Euh, je pense, et vous l'avez bien compris au cours des premiers streams, que je suis pas là pour délivrer une espèce de résultat, de réflexion aboutie et visant accomplissement. Je pense que ces streams sont avant tout là pour montrer une espèce de pensée en train de se faire. C'est ça qui m'intéresse et notamment pour ce soir par exemple, il y a toute une partie qui j'espère va éclore des premiers éléments que je vais mettre en place. Alors en revanche, je travaille beaucoup en amont et j'essaye de suivre des différentes bifurcations. Désolé, c'est un petit peu long, mais c'était important pour moi de revenir. D'autant que, mine de rien, les derniers streams que j'ai pu éditer sur cette chaîne-là, c'était des streams avec invités, et ça a été un vrai plaisir de recevoir ici, de discuter avec Lomé sur sa poésie, de discuter avec JC de son rapport avec Jojo, euh, et récemment d'envisager la réflexion très profonde en fait qu'ont mené Mélina et Majax autour de l'attaque des Titans. Il s'agissait avant tout pour moi d'écouter, d'apprendre et mine de rien de faire évoluer ma réflexion à partir de la confrontation avec ces autres points de vue. Je voudrais maintenant reprendre le fil des Péramus. J'avais commencé au début de l'année, enfin au début de cette session, une série de vidéos très personnelles à partir d'une série de réflexions autour de la question de la violence et du pouvoir, articulée sur celle du traumatisme. C'était vraiment un enjeu important pour moi. Je ne sais pas si cet ensemble est clos, je pense pas. J'espère assez vite pouvoir proposer une série de formats courts sur YouTube qui ramasse un petit peu ces différentes réflexions-là. Et je voudrais ce soir partir dans une autre direction. Essayer d'envisager un autre angle de problématique. Voilà, c'était pour se remettre un petit peu dedans. Euh, je vais, en revanche, cette nouvelle angle de problématique est directement lié à ce que j'ai pu proposer au niveau des dispositifs et notamment au niveau de ce schéma que j'avais essayé de faire émerger au tout début d'un des premiers lives, qui était celui du bouc émissaire. Euh, L'idée, c'était d'essayer d'appréhender la construction du personnage, non plus
à partir du prisme de l'élection, du tryharding, du héros qui grandit par la seule force de sa volonté, etc. Mais d'essayer de proposer, en fait, à l'époque moderne, une nouvelle approche de la construction d'un personnage, et plus particulièrement du héros. Et je trouvais assez pertinent, à ce moment-là, d'envisager la question du personnage sous l'angle de cette problématique du bouc émissaire. Et je trouvais ça pertinent dans la mesure où il y avait quelque chose comme de l'incarnation qui passait par la construction du personnage, et notamment du héros, et que cette incarnation-là, elle disait quelque chose de l'équilibre du groupe. Voilà. C'était cette dialectique que je voulais retrouver là. C'est-à-dire en quoi un groupe dont l'unité est mise en péril finit par projeter un certain nombre de valeurs sur les épaules d'un personnage qui, dans une logique sacrificielle, va permettre au groupe de retrouver son unité, sa cohérence, de progresser, et lui, d'une certaine façon, de se néantiser, de s'abolir. Voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se jouait là-dedans qui était assez intéressant. On a essayé, piste après piste, de développer un petit peu cette réflexion. Elle est sans doute très pertinente dans le cadre du personnage d'Ymir, c'est ce qu'ont confirmé Mélina et Majax. Elle est sans doute pertinente dans le cadre d'un certain nombre de héros qui endossent des rôles, et on y reviendra peut-être aujourd'hui. Maintenant, je vais essayer d'avancer à partir de là, et essayer cette fois-ci d'emprunter une autre direction, et notamment d'aller chercher un nouveau paradigme du côté de la grammaire, et d'essayer d'envisager cette question, alors on va la présenter un petit peu, un peu de façon un peu abrupte au début, c'est ce que le philosophe Martin Rueff désigne comme étant la transaction pronominale. Je vais essayer de construire des triangles de relations qui mettent en jeu un je et un tu par la médiation d'un il. C'est vraiment ça qui m'intéresse, qui me fascine en ce moment, et qui m'a fait beaucoup travailler. Non, j'en ai rien à faire. Non, regarde, on est 10 et on avance tranquillement, quoi. Euh, c'est marrant, il y a mes petits Marseillais qui sont là, et je leur fais un gros coucou. J'ai eu la chance de pouvoir donner quelques cours à Marseille là pendant les vacances, comme un peu à chaque vacances, et c'est un vrai régal de les retrouver, quoi. Mais il fallait pas aller chercher ce truc-là. Alors, du coup, allons-y doucement. Et commençons assez naturellement par, par un premier extrait à partir duquel je voudrais travailler. Ce premier extrait, c'est un extrait tiré de La Merveille, que j'ai eu l'occasion de revoir, sans doute pour la 3e ou 4e fois, il y a assez peu de temps. C'est Hunter x Hunter. Je voudrais commencer du coup par un premier extrait. Nawa, Nantomos. 小麦です。総帥様のお名前は。お名前、教えていただけなかった。Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, bon, alors après, on aura les débats qu'on voudra. Bon, pour moi, c'est une vraie merveille, quoi. Et c'est sans doute le revisionnage de cet arc des Chimera Ants qui m'a donné envie d'aller explorer ces directions-là, d'aller explorer une nouvelle direction. Je vous remets très vite dedans, et je vous avoue que ça va spoiler un peu du Hunter x Hunter. Je vous remets un petit peu dedans. Tu sais quoi? Vas-y, je lâche mes notes, et on parle que de ça, Gabriel. On pose juste ça, quoi. Et on passe la soirée sur ça. J'ai du mal à me détendre ce soir. Je suis fatigué, j'ai eu pas mal de cours, et j'ai du mal à me détendre. Mais ça va finir par se faire. Hunter x Hunter.
Hunter x Hunter Arc Chimera Ants. Alors, pour vous remettre un petit peu dedans, bah grave, t'as eu raison, quoi. Hunter x Hunter. On est donc dans... Alors, du coup, si t'es saison 5... je crois que la 2011, c'est la saison 6 que je vais raconter. Donc le début, je vais pas spoiler, et en fin de stream, je spoilerai. Là, je mets juste en place le truc, ça va pas spoiler si vous en êtes pas encore là. C'est pas très très grave. Disons que l'arc Chimera Ants d'Hunter x Hunter, qui est pour moi vraiment l'apothéose de l'arc de Togashi, c'est une créature mutante, une fourmi chimère, qui, suite à des mutations, s'est retrouvée avec une taille prodigieuse, dans un contexte où l'équilibre de l'espèce reste identique. C'est-à-dire des fourmis soldats, une reproduction, la reine qui se prépare à produire un roi, et qui, en parallèle, continue à produire de la fourmi ouvrière et de la fourmi soldat chargée de la protéger. Donc c'est vraiment, voilà, on est dans ce contexte-là. Le roi, bon, de toute façon, il y a toute une partie de l'arc qui va être liée à ça. Donc ouais, peut-être je vais spoiler un petit peu quand même, quoi. Le roi va... C'est marrant, où est-ce que tu trouves ça? Le roi va naître. Le roi va naître et va être entouré de 3 gardes. Pito, Poufou et comment il s'appelle, Choupi, là, Poupi, je me rappelle plus son nom, Joupi, il a un nom un peu rigolo d'ailleurs. Et donc on a une espèce de triangle qui se met en place autour du roi. Le désir de puissance est là dès le début, et on a un roi qui va essayer assez vite, qui va s'écarter de l'organisation habituelle d'une espèce de fourmilière de Chimera Ants, et qui va prendre son indépendance, partir avec ses 3 gardes pour essayer d'aller créer son espèce de paradis à partir duquel il devrait essaimer et diriger la Terre entière. Voilà. Démonstration d'hubris assez traditionnelle, mise en place d'un méchant, etc., que vous avez bien ici. Et Togashi nous met assez vite sur la piste du nom. Et pointe le doigt sur cette espèce d'horizon de son arc qui serait le nom du roi. Et je pense que on passe à côté de l'arc si on se concentre sur cette problématique sans avoir appréhendé les différents triangles qui sont en place. Le roi, pour son amusement, réunit autour de lui les meilleurs joueurs d'échecs de la région, puis de Go. Chacun d'entre eux est décevant et montre face au roi le visage de l'humanité désespérée, capricieuse, capable de tout pour sauver sa peau, terrifiée, etc. Une espèce de dégoût issu de sa conscience d'être un être supérieur s'empare de lui, et un jour, il tombe face à Komugi. Komugi, qui est une joueuse de Gunji, qui est un jeu local. Et Komugi va le perturber. Et va engager elle-même de son côté l'itinéraire de la quête du nom du roi. Un itinéraire qui va pas être emprunté par le roi, on l'a vu dans cette scène-là, qui est une scène pré-assaut, et le roi, assez vite, va balayer cette question de son mépris et de sa volonté de puissance. Voilà, c'était pour remettre un petit peu les choses en place. Maintenant, je voudrais rentrer sur ce triangle très particulier qui est mis en place. Dans le cadre du bouc émissaire, et là je reprends ce que j'ai déjà pu expliquer, vous avez 2 grandes théories du bouc émissaire. La théorie du bouc émissaire mise en place par la psychologie sociale américaine, notamment par
un chercheur qui s'appelle John Dollar, et qui met en place la théorie du bouc émissaire à partir d'une base un peu freudienne de frustration-agression. Ça veut dire que l'individu perçoit une frustration, ne peut diriger son agressivité envers celui qui est à l'origine de cette frustration, et donc se trouve un tiers sur lequel diriger cette frustration-là, ce tiers-là étant le bouc émissaire. On est dans la théorie de la psychologie sociale américaine. Dans la théorie que j'ai déjà développée, qui est celle de oh merde, qui est celle le bouc émissaire de René Girard, on a un autre triangle qui se met en place. Ce triangle-là, il passe par deux individus, l'un ayant la possession d'un objet B, donc l'individu A a en sa possession l'objet B, pourrait avoir en sa possession l'objet B, semble avoir en sa possession l'objet B. L'individu C va désirer l'objet C en déniant le fait que l'origine de son désir vient du fait qu'il a idéalisé l'autre personne et qu'il en imite le désir. Ok ? C'est bon ? T'as suivi, Kilou ? Je peux le refaire, quoi. L'exemple, c'est les deux petits garçons à la crèche devant la même voiture rouge. Ils veulent la même putain de voiture rouge. Et alors qu'il y a plein de voitures autour. Et l'explication du bouc émissaire, c'est, enfin, l'explication du désir et d'origine de la violence pour l'ami René Girard, c'est que le petit garçon, veut la voiture rouge B, parce que il est persuadé que A pourrait posséder ou semble posséder cette voiture-là. Il y a donc une espèce de jeu un petit peu de jalousie, et ouais, non, c'est pas le même niveau qu'en classe, non. Et mais c'est pas si, pour l'instant ça va, ça va devenir plus compliqué. Le début ça va, tu vas voir. Et donc on est face effectivement à un individu qui, on va avoir du coup de la tension qui va naître entre des individus qui finalement dénient le fait que s'ils désirent quelque chose, c'est parce qu'ils imitent la personne qui est à côté d'eux. On va avoir des groupes qui vont se former à partir de ces tensions-là, et à un certain moment, la tension va être trop grande, et pour pouvoir purifier cette tension-là, pour extraire cette tension-là, pour repacifier le groupe, on va désigner un bouc émissaire, lui faire peser l'intégralité de la culpabilité liée à ces tensions-là, et exclure ce bouc émissaire-là. Ça, c'est la théorie de René Girard. On en a parlé notamment à l'occasion du film d'animation Silent Voice, où où un ensemble d'élèves harcèle une jeune malentendante. Un des élèves se fait pécho, et les autres élèves rejettent toute la culpabilité sur lui, puis continuent à le harceler pour expurger cette culpabilité initiale qu'ils ont. Bon, ça c'est pas évident, mais on est dans un cadre de construction du bouc émissaire. Et donc on a des triangles qui se mettent en place. J'espère pouvoir assez prochainement streamer avec Backlodge, que j'adore, qui est sur Twitter et qui a beaucoup travaillé sur Sion Sono et sur Takeshi Miike, et qui, elle, dans son mémoire, a une autre expression. Elle parle d'une idéalisation de l'autre dans cette transaction du bouc émissaire. Ok. Ça, c'était l'un des cadres à partir duquel on était parti. Maintenant, moi, je vais proposer un autre triangle. Et je vais essayer de partir sur un autre triangle. Et notamment, je vais essayer d'aller du côté de la grammaire. Vous avez, à travers l'extrait que j'ai passé, l'extrait de HXH, vous avez quelque chose comme une réflexion autour du nom. Et là, vous avez deux grammaires différentes qui vont s'opposer. Vous avez une première grammaire, qui est une grammaire qui est fondée sur les noms, les substantifs. Le nom auquel on peut ajouter des adjectifs. Et vous avez le pronom qui serait ce qui est susceptible de remplacer le nom. Jean-Claude est parti, il entra, plus tard, il entra dans le bar. Il remplace Jean-Claude. Le nom est premier. Et on a cette grammaire pronominale qui se déploie
à partir d'un cadre nominal initial. C'est ça que je voulais dire. Et là, vous avez un linguiste célèbre qui s'appelle Émile Benveniste et qui a construit toute sa grammaire à partir d'un principe. C'est que c'est pas le nom qui est premier, c'est le pronom qui est premier. Ce qui est premier, c'est ce qu'il a appelé la situation d'énonciation. Le je, le tu. Je parle à quelqu'un, je dis tu, et le tu me répond en disant je à son tour, et moi je deviens un tu. Et dans cette interrelation du je et de tu, on a une espèce de scène de théâtre originelle qui serait pour lui la matrice essentielle de la langue et de la construction des langages. Le je et le tu, qu'il appelle déictiques, qui sont chevillés à un ici et à un maintenant, forment une espèce de scène matricielle originelle. Et, selon Benveniste, le il, ce qu'il appelle le délocuté, est l'absent et la non-personne. Et d'ailleurs, vous savez très bien que, dans le cadre d'une discussion, si jamais vous discutez avec quelqu'un et que vous dites « il » en parlant d'une personne qui pourtant est présente, cette personne-là va se sentir extrêmement blessée. Comme si elle était néantisée, comme si elle était écartée de la relation, comme si son existence était réduite à zéro. C'est quelque chose de très très violent, en fait, dire « il », et surtout quand la personne peut l'entendre. On est dans cette espèce de situation de rejet. Le « il » est employé en français, soit dans un cadre de majesté, soit dans un certain nombre de cadres un peu alternatifs et un peu particuliers sur lesquels on pourrait revenir parce qu'ils seront importants. Dans tous les cas, pour Benveniste, ce qui est important, c'est la relation du je avec le tu. Ok, ça va, vous me suivez? Bon, ça va, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait de la tierce personne? Qu'est-ce qu'on fait du il? Vous avez un certain nombre de cas dans lesquels vous avez des projections du je dans un il. C'est le je suis Charlie, Ich bin Berliner de Kennedy en Allemagne. C'est les manifestants de mai 68 qui disent nous sommes tous des juifs allemands. C'est, je vous cite comme ça un certain nombre d'exemples pêle-mêle, c'est celui qui est assez extraordinaire et qui est très très puissant au niveau politique, c'est les Black Panthers qui disaient dans les années 70 « Mao est noir ». Mao n'est pas noir. On est ici face à une espèce de lien, de transaction forcée entre un je et un il. Cette transaction, qui est à la fois poétique et qui est en même temps infiniment politique, elle indique une espèce d'appropriation, mais en même temps d'endossement. Je suis là, Ich bin Berliner. Non, Kennedy n'est pas berlinois. Mais au moment où il dit ça, il annonce un message fort du côté, en pleine guerre froide, etc., etc. Vous voyez, ça veut dire que le « il » peut être à l'horizon de la relation entre le « je » et le « tu ». Ce « il-là », en revanche, il reste tierce. Et c'est justement parce qu'il est l'autre, c'est justement parce qu'il est le radicalement autre, c'est justement parce que l'identification d'un je à un il est forcée, qu'on a toute cette force politique et poétique qui est présente ici. Ok. Voilà, c'est pour poser un petit peu le cadre. On a donc, dans cet équilibre-là, une espèce de triangle qui pourrait se mettre en place, entre un je et un tu, qui sont les deux personnes centrales, et un il, qui serait l'extérieur de la relation, et qu'on viendrait chercher, soit on le happe et on le rentre dans la discussion, soit on le happe et on le solidarise au jeu pour créer un nous, soit on le laisse dans cette étrangeté, soit s'il était présent, si c'était un tu qui était présent, on le rejette de la relation, en le néantisant, comme il, etc., etc. Salut Pille. Je vais essayer de revenir, pour Pille d'ailleurs, je vais essayer de le faire. On est donc dans un cadre grammatical, la scène de base, c'est le rapport entre le je et le tu. Et le il est extérieur à cette scène de base. Et vous allez donc avoir
à chaque fois qu'on va aller chercher le heal, quelque chose de l'ordre de la violence. Ok. Ça, c'est la première chose. Pour quelle raison est-ce que je pense que ce cadre est fondamental pour comprendre à la fois... Salut Sakura. Pour comprendre à la fois ce qui se passe à l'intérieur de HXH, ce qui va se passer dans Madoka, ce qui se passe dans Look Back, et d'une certaine façon, ce qui, pour moi, est le vrai enjeu de l'inter-individuel, du cadre de relation dans les œuvres modernes. C'est vraiment ça que je veux aller chercher. Et pour ça, je vais passer par un certain nombre de passages et essayer de vous montrer comment la troisième personne se situe dans l'équilibre d'un récit et comment c'est cette troisième personne-là qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement moderne du récit. Voilà, c'est vraiment vers là que je voudrais aller. Je voudrais vous montrer un deuxième extrait pour vous montrer comment émerge la troisième personne. Alors, je reste pour l'instant toujours dans HXH, et ensuite, progressivement, je vais me décoller un petit peu d'HXH pour essayer d'ouvrir d'autres horizons, notamment du côté de la littérature traditionnelle aussi. Alors, deuxième extrait, ce qu'on pourrait appeler le plan, et l'émergence de la tierce personne. Alors, je vous mets quand même un petit peu dans le contexte, mais du coup, je vous laisse cette planche magnifique de Togashi face à vous. On est juste avant l'assaut. C'est-à-dire que le roi... c'est-à-dire que le roi est entouré de sa garde, est intimement protégé par sa garde, et le roi est puissant. Sa garde est puissante. Ce sont des personnages absolument terrifiants et très intimidants, on va le dire comme ça. Il s'agit donc de construire un plan pour pouvoir s'approcher du roi. Ce plan a été construit très très patiemment pendant une 50aine d'épisodes ou pendant je sais pas combien de chapitres quoi. Et il semble y avoir quelque chose de l'ordre d'une ouverture. C'est-à-dire que un des personnages, Nov, qui est un hunter qui est très expérimenté et qui est capable de faire apparaître des portails aux endroits où il est passé, a réussi à entrer à l'intérieur du palais du roi et à s'approcher des escaliers au-dessus duquel sont présents le roi et sa garde pour placer une porte de sortie ou une porte d'entrée, permettant une invasion. Pour quelle raison est-ce qu'il a réussi à s'approcher de cet escalier? C'est surprenant puisque un des trois gardes, Pito, un personnage d'une force absolument démentielle, possède un N, qui est une des dérivées du Nen, donc des pouvoirs dans l'équilibre de l'œuvre de Togashi, qui est en fait une espèce de radar, une aura absolument terrifiante qu'elle envoie tout autour du château, du palais. Et pour des raisons qui sont inconnues aux héros, ce N a été relâché. Ce N a été relâché, ce qui a permis à Nov de s'approcher des escaliers. Sauf que Nov, au moment où il a été près des escaliers, au moment où il a voulu monter pour essayer de mettre une porte d'entrée permettant l'invasion encore plus proche du palais du roi, enfin de la chambre du roi, il s'est retrouvé happé par une deuxième aura terrifiante, celle de Poufou, je crois, et cette aura l'a définitivement dégoûté de s'approcher plus, et dans une des scènes de traumatisme les plus fortes de l'histoire du manga. Pas de traumatisme, pardon, de panique, de terreur. Un mélange de fascination, de répulsion, de terreur. Il s'est donc éloigné, il est revenu. Et il y a toujours cette espèce de point d'interrogation du pour quelle raison est-ce que le palais n'était pas protégé par le N de Pito au moment où Nov était présent. Je vous laisse écouter la scène d'Hunter x Hunter, et je voudrais que vous sentiez l'émergence de cette troisième personne. Et on va essayer de comprendre comment se met en place la troisième personne dans un récit, et pourquoi il faut à la fois sortir du triangle amoureux,
sortir du triangle de jalousie, et peut-être aussi sortir des logiques de bouc émissaire, pour essayer de comprendre non une relation entre trois jeux, non une relation entre un jeu et deux tu, non une relation entre deux jeux et un tu. Bon, je pourrais donner un exemple à chaque fois, peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair. Mais bon, globalement, le triangle amoureux, vous le connaissez. Et ici, on est plutôt face à la présence d'un il indéfini, qui va avoir une importance sur l'intégralité de l'équilibre et de l'économie du récit. Voilà le passage du plan que je voulais vous montrer. 引っかかってるけど、女かどうかは置いといて、第三者の存在ってのはいい線だと思う。そこに、この気持ち。 La piste d'une も tierce やもやの personne. 答えがある気がする。王は、なんで自分自身を傷つけたんだろう。でも違うんだ。王の自傷行為、第三者の存在。この過程から紡がれる正解が、まだ出ていない。そんな予感。その答えの意外さが、最悪の場合、俺たちの計画を全て狂わせそうな。Voilà. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans et pourquoi j'avais besoin vraiment de revenir en long sur toute cette phase-là. Pour ça, je pense qu'il faut revenir sur le triangle amoureux. Je pense que ça sera une bonne base et comprendre comment le il je sais pas qui est là ce soir, c'est assez rigolo. Donc, je vais essayer de repartir du triangle amoureux pour essayer de situer en fait la place du il et montrer qu'en fait le il était déjà là dans le triangle amoureux. Essayer de comprendre tout ça. Je vais repartir, plutôt que de partir de Cyrano, même si c'est une sorte de Cyrano, je vais repartir d'une série coréenne dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Startup. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer en fait cette série-là. Ah mais ouais, j'ai compris. Qui c'est Patrick Skoll. J'ai déjà évoqué cette série-là dans un des lives et je voudrais vraiment revenir dessus parce qu'elle me paraît tout à fait pertinente. Dans Startup, vous avez une jeune fille, donc désolé pour ceux qui ont déjà entendu, je le refais. Donc une série sud-coréenne amoureuse, je dirais un peu clichouille, quoi, mais moi c'est mon kiff. Vous avez l'héroïne qui a vécu le traumatisme de la mort de son papa et qui vit avec sa grand-mère. Sa grand-mère, par ailleurs, sans que la jeune fille le sache, héberge un petit garçon qui s'est enfui de l'orphelinat et qu'elle va aider, accompagner et soutenir. Un jour, la mamie décide, sublime, Roxane dans Cyrano, elle a une expression qui est trop belle comme ça, sublime, supercherie, un truc comme ça, de demander au petit garçon d'écrire des lettres d'amour pour sa petite fille, pour lui permettre de penser à autre chose qu'à la mort de son père, et de servir d'une petite boîte aux lettres pour faire passer ces différentes lettres. Le petit garçon, qui est redevable de la grand-mère, accepte de jouer le rôle de l'épistolaire, de celui qui va écrire, de l'amoureux transi qui va écrire des lettres. Il décide de choisir un nom et il prend dans un cahier, dans un journal qui est face à eux, il choisit le nom d'un jeune garçon qui, pour lui, est un peu un modèle, soutenu par sa famille, ayant gagné un prix de maths, voilà, qui apparaît dans un article. Il choisit de prendre ce nom-là. Le il. Et déjà le lien dans la projection et l'identification qui est là. Le garçon écrit des lettres qui signent au nom de ce garçon qu'il ne connaît pas et qui est présent dans le journal, et la petite fille devient transi amoureux de ce garçon qu'elle croit être celui du journal et qui lui écrit ses lettres. Plusieurs années plus tard, le garçon en question qui a écrit les lettres est devenu quelqu'un d'assez puissant, dans le délire, ça se passe dans l'univers des startups, c'est un truc, dans un incubateur de startups quand même.
gros scénar, gros contexte, etc., quoi. Et donc le garçon qui est devenu un homme assez puissant dans l'univers des startups, retrouve la grand-mère et découvre que cette jeune fille-là cherche à elle aussi monter une start-up parce que elle doit elle doit affronter sa sœur qui l'avait abandonnée elle aussi avec sa mère, etc. Bref, ça c'est pas très très grave. Et donc, et c'est là que ça devient intéressant, il retombe sur le garçon dont il a usurpé le nom, qui est devenu un développeur sans talent, et qu'il a rencontré, puisque lui, c'est un investisseur. Et il décide de raconter à ce développeur sans talent, à ce développeur, cette histoire-là, et il lui demande un service, il lui demande de réendosser le rôle qu'il lui avait usurpé plusieurs années avant. Vous voyez la complexité du schéma, comme elle est drôlement intéressante quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas face à un triangle amoureux, on est face à quelque chose de beaucoup plus complexe. On est face à un jeu de projection de rôle. Et au fait qu'un certain nombre de personnages, à un moment ou à un autre, endossent un rôle qui a été créé pour eux, par devers eux. C'est ça qui est important. Et ce schéma-là, j'ai déjà eu l'occasion de revenir dessus, c'est peut-être le schéma de base de construction du héros aujourd'hui aussi. En tout cas, il paraît tout à fait pertinent dans un certain nombre de contextes. Regardez Dune. Dans Dune, l'ordre des Bene Gesserit, un ordre de femmes guerrières, qui a un plan pour l'humanité à très longue durée, a essaimé à l'intérieur d'un certain nombre de planètes des légendes qui sont disponibles pour elles et qu'elles peuvent utiliser quand elles en ont besoin. Une de ces légendes-là, elles ont planté la graine sur la planète Dune, et il s'agit du Messie qui est susceptible d'apparaître auprès de la population locale des Fremen. Et quand le héros arrive sur cette planète-là, il va y avoir toute cette ambiguïté sur est-il capable d'endosser ou pas ce rôle de Messie qui a été artificiellement mis en place à l'avance. One Piece, je continue à développer ces exemples-là. One Piece, on en a déjà parlé. Joy Boy, Nikkei. Qui est capable d'endosser ce rôle du sauveur qui déjà été écrit dans les légendes, qu'on retrouve même dans la chanson du Saké de Brinks, qui est une légende qui a réussi à passer entre les mailles du pouvoir du gouvernement mondial, et qui a déjà donné lieu à un certain nombre d'endossements, de révolutions, notamment Fischer, je sais plus quoi là, qui a mené sa révolte en croyant pouvoir incarner le nouveau Nikkei. Vous voyez, un rôle qui est posé, un il qui est mis en place, et un personnage qui va essayer d'endosser ce rôle-là, de prendre cette place-là qui serait disponible. Le il, premier rapport avec le il. Mais là, pour l'instant, on est loin d'Hunter x Hunter. C'est-à-dire qu'il ne semble pas que ce il, ce soit une personne qu'il faudrait endosser. On est donc dans un contexte différent, la tierce personne. Okay. On a donc besoin de faire un certain nombre de détours encore pour essayer de se rapprocher de la problématique proche à Hunter x Hunter. Mais la place à prendre, allons creuser cette histoire-là, elle est drôlement intéressante. La place à prendre. Et pour ça, je vous ai donné un certain nombre d'exemples, et je voudrais vous montrer comment ça fonctionne littérairement, la place à prendre. Et c'est en étant attentif au fonctionnement littéraire de cette place à prendre qu'on va pouvoir comprendre les nouvelles coordonnées du personnage et la façon dont on construit un personnage aujourd'hui. Pour ça, je vais aller faire un petit détour, très rapide, hein, vous inquiétez pas, du côté d'un des plus grands textes de la littérature, qui est la tirade de Phèdre, aveu envers Hippolyte. Pour vous remettre un petit peu dedans. Ben, hop, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe, l'émulateur Pokémon.
Alors, je vous mets un petit peu dedans. C'est n'importe quoi. Donc, là, oubliez pas, je suis toujours sur une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le il. J'ai commencé en vous disant que grammaticalement, le il, c'est la non-personne. C'est celui qui est écarté de la scène matricielle, qui est le rapport entre le je et le tu. Le il, au moment où vous dites il alors que la personne est présente, c'est ressenti comme une forte agression par celui qui est désigné de cette façon-là, qui va vite avoir tendance à se sentir néantisé, méprisé, etc. Le il est la non-personne. Ok. Ensuite, je me suis rendu compte, en étant un petit peu plus attentif à Hunter x Hunter, que si l'intégralité de l'arc des Chiméras Ant semble reposer sur un problème du nom, je vous ai dit que j'avais l'impression que l'intégralité de l'arc, le secret de cet arc-là, semblait plutôt reposer sur le mystère de cette troisième personne. À la fois du point de vue projectif dans le plan, en même temps du point de vue de cet équilibre qui existe entre, d'un côté, le roi, de l'autre côté, les gardes, et cette troisième personne, que nous on connaît, spectateurs, qui est Komugi, cette jeune humaine, joueuse de Gunji, pleureuse, n'ayant ni désir, ni crainte de la mort. Cette tierce personne. Ok ? À partir de là, je me suis interrogé sur le statut du il, et je me suis rendu compte que le il était très présent dans le récit épique comme un rôle qu'il fallait endosser. J'ai fait un petit détour par l'intermédiaire de Startup et du récit amoureux. Vous avez, pour ceux qui connaissent, reconnu le schéma de Cyrano, d'un rôle qui est construit et de personnages qui vont l'endosser. Je voudrais maintenant vous lire cet extrait de Phèdre pour essayer de comprendre le fonctionnement de cet endossement de rôle. Et c'est à partir du fonctionnement de cet endossement de rôle qu'on sera capable progressivement de comprendre ce qui se passe dans un récit épique moderne. Et qui n'a rien à voir avec l'élection, avec l'hubris, avec la réalisation de soi, la volonté, ou je sais pas quoi. Qui a à voir avec autre chose. Qui a à voir avec la problématique de l'intensité. Et qui a à voir avec des nouvelles coordonnées données à un personnage. Et je voudrais vraiment vous faire comprendre ça parce que, mettre en place cette hypothèse-là, dans la mesure où il me semble qu'avec le traumatisme originel d'un côté, la structure circulaire de l'autre, et la présence de cet horizon de la troisième personne, vous avez un circuit d'intensité qui définit ce qu'est le récit moderne aujourd'hui dans la culture populaire. Voilà. Alors, je vais passer par Phèdre. Phèdre est une jeune femme, contrairement à ce qu'on pense, qui est dans cette pièce de Racine et dans une des versions du mythe, qui est la femme de Thésée. Thésée est allé combattre le Minotaure, a vaincu le Minotaure, a été aidé pour cela par Ariane et son fil, est sorti du labyrinthe, et au dernier moment, dans cette version particulière du mythe, n'est pas parti avec Ariane, mais est parti avec sa sœur Phèdre. Il est rentré à Athènes, et il avait déjà un fils d'un premier mariage, d'une première union, avec une Amazone. Hippolyte et Phèdre ont donc à peu près le même âge. Thésée est parti rendre un service à un de ses potes dieux, et il se retrouve pour l'instant coincé en enfer. On ne sait pas si Thésée ou pas va revenir. Au même moment, des luttes de pouvoir ont lieu à Athènes, qui opposent d'un côté le parti de d'Hippolyte, instrumentalisé par les nobles d'Athènes, et de l'autre côté, le parti de Phèdre. En fait, Phèdre, elle s'en balèque. Elle s'en fout de cette histoire de pouvoir. Elle est rongée, obnubilée. Elle est fascinée par la personne d'Hippolyte. Et elle en a développé un amour dévorant qu'elle associe à la malédiction qui pèse sur son sang, notamment au dieu soleil, et à une espèce d'état de possession. Elle regrette cette idée-là. Elle la regrette, cet amour-là, ce sentiment. Elle en crève de ce sentiment-là. Elle dévoile à Œnone, dans le premier acte, son amour pour Hippolyte. C'est le premier aveu de la pièce. Il y en aura 3
le deuxième étant labyrinthique, déguisé. Elle avoue son amour, mais décide de prochainement se donner la mort, ne voulant pas franchir l'intolérable pas d'un aveu auprès d'Hippolyte. Et puis on apprend que Thésée ne reviendra pas, que Thésée est mort. Et là, quelque chose se débloque en elle. Le triangle est rompu, Thésée, Hippolyte, Phèdre, et elle décide de se livrer à Hippolyte. Elle décide au détour d'une phrase. Elle lui fait quelque chose comme une première aveu déguisé, que lui, il comprend pas. Il lui demande de s'expliquer. Lui, il était venu la voir pour lui dire politiquement, on fait quoi? Et elle dit, je m'en balèque. Et elle lui dit, ouais, quand même, vous êtes classe et tout, vous ressemblez à votre père. Et là, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous me dites? Je crois mal comprendre, expliquez-vous. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime, je l'aime. Non point tant, non point tant. Tels que l'ont vu les enfers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche. Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi, tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage. Lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos, que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi trop jeune encore ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main, mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi, dont l'utile secours. Vous eûtes du labyrinthe enseigné les détours. Que de soins m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher, moi-même devant vous j'aurais voulu marcher, et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Voici. Monaco Cologne. Qu'est-ce qui est... C'était pour toi, Flo. Qu'est-ce qui est en jeu à l'intérieur de ce texte-là? Je pense que vous l'avez vu, il y a un double jeu d'identification. C'est un aveu qui est complètement déguisé. Alors sachez que juste après, il va dire « Oh, mais qu'est-ce que je crois comprendre? Qu'est-ce que vous me dites là ?» Et là, il dira « Vas-y, tu comprends rien, je t'aime, blaireau, ose écouter ce que te dit là, le monstre, etc. etc. » Et elle va lui dire « Vas-y, je te donne mon sein, là est mon sein, plante-y l'épée, et tout, etc. Je suis un monstre. » Bon, bref, il y aura vraiment l'aveu, etc. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de trajet vers l'aveu. Pour quelle raison est-ce que je voulais revenir sur cet extrait-là? On est face à un extrait très particulier dans lequel vous avez « Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. » Parce qu'elle lui dit « Mais je vois que vous le kiffez vraiment, mon père, quoi. » Elle dit « Ouais, grave, je le kiffe. Mais je l'aime pas comme l'ont vu les enfers. Volage adorateur de 1000 objets divers. C'est pas ce Thésée-là que je kiffe. Moi, le Thésée que je kiffe, c'est celui qui vous ressemble. » Et là, vous avez un premier jeu d'identification qui est mis en place, une première orchestration d'une analogie entre les deux. Je l'aime, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après vous, tel qu'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois. J'aime mon mari, j'aime Thésée, mais quand il vous ressemble. Et juste derrière, elle dit, mais pourquoi vous y étiez pas, vous, à ce moment-là, au moment où il est allé chasser le Minotaure, où il a transpercé le Minotaure et tout, etc. Pourquoi vous y étiez pas? Parce que ma sœur Ariane vous aurait aidé. Et vous savez quoi, même? Moi, j'aurais pris la place de ma sœur Ariane, regardez. Ma sœur du fil fatal eût armé votre main, mais non,
Dans ce dessin, je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Et là, la scène originelle, Thésée, Ariane, s'efface progressivement pour laisser la place à une scène, Hippolyte, Phèdre. Elle lui avoue son amour. Vous allez me dire, c'est juste un aveu déguisé. Pourquoi un détour? Est-ce que la littérature n'est que de détours? Je me souviens que quand j'étais lycéen, mon prof de français m'avait dit un truc qui m'avait beaucoup marqué à ce moment-là. Il avait dit la litote est au cœur de l'art de Racine, et dire moins, la litote c'est quand on dit moins, c'est va, je ne te hais point. Et il dit, on dit moins pour dire plus. Vous voyez ce que je veux dire? On dit moins pour dire plus. Il y a quelque chose de l'ordre de d'une hyperbole cachée, en fait. Et moi, ça, j'ai jamais vraiment compris. Pour moi, ce passage-là, c'est juste, en gros, un aveu déguisé. Au lieu de lui dire « je te kiffe », elle dit elle kiffe lui. Et puis, bah moi, je lui ressemble à elle, puisque je suis sa sœur. Et vous lui ressemblez à lui. Donc, au bout du compte, on a la construction de cette analogie dans ce discours labyrinthique qui rappelle lui-même ce voyage-là. Pourquoi revenir? Pourquoi revenir? Pourquoi faire cette boucle-là? C'est quoi l'intérêt? Ça apporte quelque chose ou ça apporte rien? À quoi sert la troisième personne? À quoi sert ce rôle qu'on endosse? Il y a quoi derrière ce trajet-là? BMC. A égale B, A égale C, donc... pardon, je refais. BMC. A égale B. D égale C, donc AMD. Ok. Superposition. Sauf qu'on passe à côté du truc si on passe à côté de l'itinéraire, du labyrinthe lui-même, du trajet. Si on passe à côté de ce trajet-là. Non, je fais pas des lives tous les soirs. Ce trajet-là, il se charge d'intensité. Il se charge. Vous avez, et c'est vrai que c'était important pour moi, mais je vais en parler moins que ce que je voulais en parler ce soir, mais Fujimoto a écrit cet été un texte absolument extraordinaire qui s'appelle Look Back. Donc Look Back It Anger, d'ailleurs c'est une référence directe à la chanson d'Oasis. Et dans les commentaires, sous les différentes traductions du texte, je suis allé lire différentes traductions, et du coup je me suis amusé à aller lire les commentaires. Et très souvent ce qui revient c'est « mais il y a combien de fins ?» Donc en gros, don't look back, mais sans, je vais essayer de pas spoil quoi. Don't look back, c'est globalement la rencontre entre d'un côté une jeune fille qui a toute sa place dans le collège et qui s'amuse à écrire du manga dans le journal du collège. Un jour, un prof vient voir cette jeune fille et lui dit « Est-ce que tu pourrais ouvrir les pages du journal du collège à une jeune fille qui ne va plus à l'école parce que... » etc., cause traumatique, et qui s'épanouit dans le manga en ce moment, et qui voudrait, ça lui permettrait de la faire exister au collège, en fait. Elle finit par accepter, c'est un format en 4 strips, comme ça, et alors qu'elle était très fière de ces strips, qui étaient assez cool d'ailleurs, quoi, arrive le strip de la jeune fille absente, l'absente, la troisième personne, déjà, l'absente. Et le strip est monstrueux. Le strip est absolument monstrueux. Dans la technique, dans l'émotion portée, dans comment est-ce qu'on dit l'absence en 4 strips. Vraiment, c'est extraordinaire. Et donc la jeune fille, elle est ravagée et complètement découragée, quoi. Elle est ravagée, complètement découragée, et donc elle décide au début, de s'accrocher. D'apprendre à dessiner vraiment. Et puis... continuant à être écrasée, elle décide d'arrêter, de faire des efforts.
Et au moment de la remise des diplômes, fatalement, le prof lui dit « Vas-y, est-ce que tu veux pas apporter son diplôme à la jeune fille en question, qu'elle a finalement jamais rencontrée ?» Et elle y va. Et là, il se passe quelque chose, et je m'arrête là, parce qu'après, ça va spoil. Donc, je m'arrête là. Je vous laisse découvrir, et peut-être qu'un jour, je ferai vraiment une analyse du truc. Tout ce que je veux dire là, c'est que il y a, on va dire, une scène de fausse première rencontre. On va dire comme ça. Pour ceux qui ont vu comme ça, du coup, etc. Qui va passer et s'appuyer d'ailleurs sur ce strip-là. Et vous allez avoir une histoire assez géniale qui va se passer, un drame, on va dire, on va le présenter comme ça, et une redite de cette scène originelle-là. Et là, énormément de monde qui se pose la question dans les trucs, c'est « Oh, mais il y a combien de fins, il y a combien d'histoires, il y en a 2, 3, c'est un rêve, c'est pas un rêve, c'est la réalité, c'est une projection, c'est un souvenir, etc. » Donc pareil, je veux pas spoil, mais c'est pas si compliqué que ça à voir, et notamment, il y a la tenue qui permet assez facilement de se repérer dans l'espace-temps. Fujimoto. Alors, je me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'on a une des deux autrices qui s'appelle Fuji quelque chose, et l'autre autrice, enfin l'autre personnage qui s'appelle Nana Moto. La troisième personne. Qu'est-ce que racontait cette histoire-là juste après l'incendie de Kyoani, qui a tué, je sais plus combien de personnes, et qui nous a tous un peu traumatisés, quoi. Et qui a fatalement eu un grand impact sur Fujimoto. Qu'est-ce que raconter cette histoire-là? À quoi ça sert de raconter cette histoire-là? Et pourquoi passer 2 fois par la même case? Pourquoi passer 2 fois par la même case? C'est ça la question, quoi. Vous avez la même chose dans Lost Highway, comme ça, de David Lynch. Vous avez un crime, et vous avez un personnage qui va... au début, on lit tous le film de Lynch comme ça, qui finit en prison, qui est accusé du crime, et le film va changer, et on va voir une nouvelle histoire qui va commencer. Et on comprend assez vite que le personnage a vraiment tué cette femme, et qu'il essaye de se déculpabiliser en se construisant des histoires qui aboutiraient au fait qu'il ne serait pas coupable. Mais morale de l'histoire, c'est pas ça qui est important. C'est pas de savoir s'il est coupable ou pas coupable. C'est pas de superposer les histoires. Ce qui est important, c'est qu'on passe sans arrêt par les mêmes points. On passe sans arrêt par les mêmes points. Et est-ce qu'à chaque fois qu'on passe par le même point, on ne gagne pas en intensité? Est-ce que, finalement, la troisième personne, ce serait pas un lieu par lequel on passerait pour gagner dans une espèce d'intensité, dans une espèce de spirale propre? Et là, je pense que le secret de ça, c'est sans doute un des plus beaux dessins animés de ces 20 dernières années. Et c'est un dessin animé qui s'appelle Madoka. Et je voudrais vous montrer cette scène de Madoka. Et je pense que il y a, dans cette scène de Madoka, quelque chose comme un horizon de ouf qui s'ouvre sur, à la fois, la troisième personne n'est pas une personne, c'est un lieu, c'est un passage, c'est un endroit par lequel on passe, par lequel, une espèce de piquet autour duquel on est obligé de tourner pour pouvoir retourner dans la course. C'est quelque chose comme ça, la troisième personne. C'est pas un rôle qu'on endosse. C'est pas, on doit pas devenir Nicky, Joy Boy, on doit pas devenir le Messie, etc. On doit passer par cette étape-là. Et on doit y passer plusieurs fois. Et sans doute, le secret du récit et de la narration, il n'est pas linéaire. On a tendance à dire, les récits traditionnels, ils sont circulaires, dans la mesure où, salut Tana, les récits traditionnels sont des récits qui sont circulaires, parce qu'on est face à des peuples de bergers, on a le passage des saisons, il y a une explication anthropologique comme ça, et donc, du coup, on est plutôt du côté de la ritournelle, et de récits qui seraient circulaires. Alors que, dans une ère chrétienne, on serait marqué par la passion du Christ sur des récits plus linéaires, exponentiels, comme ça, des lignes de destin, comme ça, qui iraient jusqu'à la passion ou au sacrifice. Tout récit est circulaire, mais il n'est pas circulaire, il est spiralaire. Tout récit doit faire le tour d'un île, pour se charger en intensité, et revenir, essayer de comprendre quelque chose à ce qui se passe entre le jeu et le tu.
C'est pas forcément évident ce que je dis là, mais je pense qu'avec l'exemple de Madoka, il y a des choses qui vont un petit peu s'éclairer. Alors je vais vous le montrer, cet exemple-là. Je vais vous montrer cet exemple-là. Alors, bon, du coup, ça spoil. Là, tant pis, quoi. Mais revenez à la fin, je me débrouillerai pour que à la fin de l'extrait, je reste cryptique. D'accord? Donc, du coup, là, je vais expliquer Madoka, vous montrer l'extrait, et après l'extrait, je vais même pas le commenter, en fait. Je vais juste m'appuyer sur ça pour essayer d'aller, de conclure mon propos en allant un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de Madoka? Madoka, Mao, etc. Bon, bref, animé du studio Shaft, de multiples suites, quasiment une licence, en fait, Madoka, quoi. C'est une œuvre qui est réputée comme étant une œuvre qui déconstruit du genre. Qui déconstruit le genre de la Magical Girl. Alors bon, c'est un peu des conneries, c'est un peu naze, ce concept de déconstruction, ça serait bien d'en sortir, quoi. C'est pas ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant du côté de Madoka? C'est que vous avez effectivement l'appui sur un genre. Ce genre-là, c'est celui du récit de Magical Girl. Alors, j'aimerais bien proposer un vrai long stream autour du Magical Girl un jour ou un autre et tout, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait. C'est un genre qui est vraiment passionnant, quoi. Le genre de la Magical Girl, donc qui s'origine, je sais pas, dans les années 60, hein, même avant même Tezuka, etc. Bon, je vais pas rentrer dans cette histoire-là. J'avais un peu bossé, mais je l'ai plus en tête, quoi. Mais globalement, on a un schéma qui est bien arrêté, qu'on connaît très bien, de Sailor Moon à Gigi, en passant par Sakura, etc., etc. Donc, une jeune fille qui rencontre à un moment ou un autre une espèce de peluche ou une espèce de créature de médiation et une mission qui s'impose à elle. Sakura a laissé s'échapper les cartes du livre de son archéologue de père, et ces cartes elles sont pas maléfiques, les cartes, elles sont taquines, quoi. Et donc elle doit essayer de se débrouiller pour aller recueillir les différentes cartes qui sont disséminées dans la ville, les recueillir et les ramener au bercail. Chacune de ces cartes est aussi un pouvoir, et donc elle est forte d'un nouveau pouvoir au moment où elle la récupère. Vous voyez, déjà, la vrille et le cycle d'intensité. Comment est-ce qu'on crée de l'intensité? Non pas par de l'entraînement linéaire, mais par une rencontre à chaque fois avec une carte qui vous gonfle d'énergie, etc. Vous voyez, la logique spiralaire est déjà présente du côté de la Magical Girl, et ça, il faut bien le garder en tête. Madoka reprend ce schéma initial. On suit un groupe de 3 copines dans un collège ou un lycée. Dans un collège, elles sont toutes petites, hein. Dans un collège, et l'arrivée d'une nouvelle élève un peu timide, pas timide, pardon, d'une nouvelle élève un peu arrogante, un peu orgueilleuse dans ce nouveau collège-là. Elles sont approchées par une petite créature, Kyubei, une petite peluche, qui les approche et qui leur propose de devenir des Magical Girls, parce que c'est cool, c'est classe, elles vont se battre contre des sorcières, et surtout, en échange de leur transformation, il va leur accorder un vœu. Là, vous avez une série d'histoires personnelles, notamment une très belle autour de Sayaka, un des personnages, qui était amoureuse d'un petit garçon qui est malade, alors que c'est un grand violoniste, et donc son vœu, ça va être de le libérer, et ensuite elle va s'effacer derrière son ami, dans un triangle d'intensité qui se met en place, assez traditionnel, et qui confine à l'horreur. Et là vous avez une bascule, puisque on découvre par l'intermédiaire du récit de Sayaka et juste avant de Mami que la Magical Girl meurt, et elle est conduite à disparaître et à se transformer en sorcière. Ok. Donc, on a donc un cycle qui se met en place. La Magical Girl est obligée de tuer de la sorcière
pour purifier la gemme, le gemme d'ailleurs, c'est écrit la gemme alors qu'en français c'est masculin, le gemme qui lui sert de pendentif et qui constitue son espèce d'énergie vitale. Il faut la purifier en tuant des sorcières, et c'est la Magical Girl elle-même qui devient une sorcière au moment où elle est tuée. Et la scène de la mort, que ce soit celle de Sayaka ou celle de Mamie, sont sont assez terrifiantes en fait dans leur construction. Mamie parce qu'elle est brutale, et qu'on est encore dans le délire Magical Girl, toute cette esthétique de papier découpé avec la musique, la facilité avec laquelle chacune endosse son rôle, et la façon dont elles sont massacrées et ramenées à cette espèce de réalité du cycle. Voilà. Omura, la petite collégienne arrogante du début, est elle aussi une Magical Girl. Et Omura ne veut pas que Madoka devienne une Magical Girl pour des raisons qui nous sont absolument inconnues. Et à la fin de l'épisode 10, on découvre une porte s'ouvre sur un monde parallèle. Une porte s'ouvre sur un monde parallèle. Et on découvre que Omura était une jeune fille très timide, et que la seule personne qui l'a soutenue, c'était Madoka. Et que Madoka, au moment où Omura l'a rencontrée, était une Magical Girl. Et que Madoka périt au cours de la Walpurgis Night, une nuit horrible au cours de laquelle une gigantesque sorcière a tout détruit sur son passage. Omura décide de se tourner vers Kyubei et demande à devenir elle-même une Magical Girl, et son souhait c'est de ramener Sakura comme elle était, ou de la rencontrer avant qu'elle disparaisse. Et donc elle obtient son pouvoir. Son pouvoir, c'est donc de remonter le temps. Fin de cette très très longue introduction. Je vous passe le passage de la série, ou plutôt les deux passages de la série qui, pour moi, sont des passages clés et qui, en même temps, vont nous permettre de comprendre le ressort particulier de la tierce personne. Je vous le montre là tout de suite. 時間速行者明美穂村。過去の可能性を切り替えることで幾多の平行世界を横断し、君が望む結末を求めてこの1ヶ月間を繰り返してきたんだね。君の存在が一つの疑問に答えを出してくれた。なぜ要まどかが魔法少女としてあれほど破格の素質を備えていたのか。今なら納得いく仮説が立てられる。彼女のあの途方もない魔力係数にも納得がいく。君が繰り返してきた時間、その中で循環した因果の全てが巡り巡って要まどかに繋がってしまったんだ。あらゆる出来事の元凶としてね。Donc, Madoka là ne s'est pas encore transformée en Magical Girl, et on comprend qu'Omura fait cycle après cycle, répète cycle après cycle, une tentative de sauver Madoka en revenant sans arrêt dans le temps, et donc en créant des imaginaires, des univers parallèles, et donc en affectant le personnage, la destinée de Madoka, de fils d'intensité de plus en plus serrés, de plus en plus forts, une espèce d'aura. Elle est donc à l'origine de ce qui va donner de la puissance à Madoka, et ce qui va faire de Madoka une créature potentiellement intéressante pour l'extraterrestre qui est Kyubei, qui cherche à capter à la Matrix un peu de l'énergie. Et donc d'une certaine façon, en voulant la sauver, elle la transforme en sorcière, puisqu'elle va devenir une sorcière bien sûr, et elle la rend inévitablement, elle la fait entrer inévitablement dans un devenir Puella Magica. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Madoka, là, enfin, mais bon, ouais,
J'ai toujours trouvé ça assez fascinant, ce dessin animé, mais bon, on a chacun nous. La... Reprenons un petit peu l'ensemble de l'itinéraire. On est parti de cette question de comment est-ce qu'on construit un récit et des personnages. Qu'est-ce que c'est de la narrato, en fait? C'est pas bien raconter une histoire, on s'en balèque de ça. Oui, il y a des soucis de cohérence, mais c'est pas grave, quoi. Ok, dans Gladiator, normalement les Romains, ils ont pas détrié. Mais c'est pas là que ça se joue, en fait. La question, en fait, elle est dans l'origine de la violence, l'entretien de la violence, et la façon dont la violence est expurgée. C'est ça, un récit, assez fondamentalement. Et vous avez dès lors pas des milliards de schémas à votre disposition. Les schémas, c'est pas des schémas narratifs, c'est pas des suites de péripéties, en fait. C'est pas ça une histoire, en fait. Une histoire, c'est un réseau de personnages. Et quand je dis personnages, je me situe aussi du côté de ce que Deleuze appelle l'individualisation des singularités. 5 heures moins le quart, le vent, la pluie, le palais, c'est des singularités. Et vous mettez en réseau ces singularités, leur temps propre, leur esthétique, les tissus qui les habitent, leur rythmicité. Ça, c'est des singularités. Le roman a affaire avec ça. C'est pas seulement, là, je suis parti pour que ce soit plus simple sur des personnages, mais j'aurais pu faire l'intégralité de ma démonstration aussi sur des tensions entre des objets, des créatures, des événements. Le récit est une mise en réseau d'événements qui vise à provoquer un surgissement de violence, à l'entretien de cette violence-là, et à la purgation de cette violence-là. C'est ça un récit, fondamentalement. Et là, vous avez toute la place au « il ». Et si je suis allé chercher au début une réponse à mon schéma du bouc émissaire, en disant l'origine de la violence, c'est pas deux individus en concurrence sur la volonté de posséder un tiers, en fait. L'amour d'une autre personne, ou un objet, ou le pouvoir, ou etc. Avec une espèce d'idéalisation de l'autre qui passe par le déni du fait que si on désire, c'est parce qu'on imite l'autre, celui qu'on croit être l'autre, qui est déjà un « il » au passage. Non. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont les récits y construisent des « ils ». La façon dont ils construisent des points, des espaces, des lieux par lesquels il faut passer. Et vous allez passer plusieurs fois par ces lieux-là. Et vous allez vous charger en intensité. Et vous chargeant en intensité, c'est vous qui allez entretenir la violence. C'est qui vous? Et là, il y a toute la question. C'est qui vous? Un des personnages? Le héros? Non. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est pas à ce niveau-là non plus que ça va se jouer. Et là, on arrive sur le fil final. Et je voudrais vous lire, pour aller doucement vers la conclusion de cette proposition-là, et avant de revenir à Hunter x Hunter, et de comprendre ce qui est Komugi, en fait, dans le texte, je voudrais vous lire un extrait, sans doute le plus bel extrait de la littérature, qui est un extrait de Proust, qui est un extrait du côté de chez Swann, du premier roman de Proust, dans la recherche du temps perdu. Le jeune narrateur, Marcel, est passé une première fois face à des clochers. Il était en calèche, et il est passé devant des clochers, puis s'est éloigné de ces clochers-là. Et quand il rentre chez lui, le petit Marcel demande un stylo et un crayon. La recherche du temps perdu, c'est l'histoire d'un narrateur qui essaye de rassembler ses impressions sensibles du monde pour essayer de trouver quelque chose. Et je voudrais vous lire, en fait, ce qu'il écrit à propos des clochers. C'est, je vais vous le mettre devant les yeux, pour que ce soit plus simple. C'est un extrait de Combray. On va commencer directement, donc nanan. Alors ça, je vais lui virer tout de suite parce que ça va me prendre la tête. Voilà, ça on va l'enlever.
Donc il est passé une première fois devant ces clochers. Et il va repasser donc au tournant d'un chemin. J'éprouvais tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre, à apercevoir les 2 clochers de Martinville, sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place. Puis celui de Vieux-Vie, qui, séparé d'eux par une colline et une vallée, et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain, semblait pourtant tout voisin d'eux. Bah oui, fatalement, avec le jeu de la perspective, même s'il est loin, il suffit qu'il soit sur le même plan de perspective pour que vous ayez l'impression qu'il soit assez proche. Et là, Proust va faire un truc que tous les physiciens connaissent, c'est qu'il va faire un changement de référentiel. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la calèche, est-ce qu'on voit ? Voilà. Au lieu que ce soit elle est où la caméra ? Voilà. Ici, c'est les clochers. Donc il y a les 3 clochers, comme ça. Et donc on a la calèche qui va passer devant les 3 clochers et s'en éloigner. En fait, ce que va faire Proust, c'est que il va changer de référentiel, c'est la calèche qui va rester fixe, et donc si la calèche reste fixe, on a l'impression que les clochers se rapprochent, tournent les uns autour des autres, et se rapprochent de lui, puis s'éloignent de lui. Ok ? Donc il choisit la calèche comme un référentiel fixe, et c'est les 3 clochers qui vont bouger. C'est donc pas lui qui se promène sur la route et qui se rapproche, puis s'éloigne des 3 clochers, mais c'est lui qui bouge pas, et donc c'est les clochers qui se rapprochent de lui, puis qui s'éloignent de lui. Jeu de référentiel simple. Ok ? Il fait un détour, il repasse par le même point. Il a vu ces 3 clochers comme étant une singularité, un il, un radicalement autre, qui lui a dit, il y a un truc à aller chercher de ce côté-là. Qui lui a dit, il y a un truc à aller chercher du côté de cette tierce personne. Le roi Méruem va oublier, suite à son combat avec Nétéro, l'existence même de cette jeune fille, de Komugi. Et les 2 gardes, Poufou et Youpi, ont tout intérêt à ce qu'ils ne se souviennent plus jamais de ce personnage-là, puisque ce personnage-là semble être un obstacle au libre devenir et accomplissement et au passage de la puissance à l'acte de leur roi. Gardez ça en tête. Et pour Flo, fascisme d'Higurashi. En constatant, en notant la forme de leurs flèches, le déplacement de leurs lignes, l'ensoleillement de leur surface, je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression, que quelque chose était derrière ce mouvement, derrière cette clarté, quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les clochers paraissaient si éloignés, et nous avions l'air de si peu nous rapprocher d'eux, que je fus étonné quand, quelques instants après, nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville. Là, je ne savais pas la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon, et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible. J'avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil, et de ne plus y penser maintenant. Et il est probable que, si je l'avais fait, les 2 clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres, de toits, de parfums, de sons que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'ils m'avaient procuré et que je n'ai jamais approfondi. Je descendis causer avec mes parents, en attendant le docteur, puis nous repartîmes. Je repris ma place sur le siège, je tournai la tête pour voir encore les clochers, qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois au tournant d'un chemin. Le cocher, qui ne semblait pas disposé à causer, ayant à peine répondu à mes propos, force me fut, faute d'autre compagnie, de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers. Bientôt leurs lignes et leurs surfaces ensoleillées, comme si elles avaient été une sorte d'écorce, se déchirèrent. Un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut. J'eus une pensée qui n'existait que pour moi. J'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant d'avant, qui se formula en mots dans ma tête, et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru, pris d'une sorte d'ivresse, je ne pus penser à autre chose. À ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martinville,
ce moment, et comme nous étions déjà loin de Martinville, en tournant la tête, je les aperçus de nouveau. Tout noir cette fois, car le soleil était déjà couché. Par moments, les tournants du chemin me les dérobaient, puis ils se montrèrent une dernière fois, et enfin je ne les vis plus. Sans me dire que ce qui était caché derrière les clochers de Martinville devait être quelque chose d'analogue à une jolie phrase, puisque c'était sous la forme de mots que me faisait pâlir que cela m'était apparu, demandant un crayon et du papier au docteur, je composai malgré les chaos de la voiture, pour soulager ma conscience et obéir à mon enthousiasme, le petit morceau suivant que j'ai retrouvé depuis, et auquel je n'ai eu à faire subir que peu de changements. Vous voyez, lui aussi, il a besoin de repasser par le même endroit. De revenir. Comme Fujimoto dans Look Back, qui raconte l'histoire une deuxième fois. Comme Phèdre, qui raconte et qui passe par ce détour-là, qui va faire ce tour-là, pour revenir, pour charger en intensité cette émotion initiale. Qu'est-ce que la littérature, en fait ? C'est pas l'expression d'une émotion, c'est pas la découverte d'un secret, c'est charger en émotion, c'est charger en intensité, un certain rapport au monde et une certaine émotion. C'est aller chercher le il, aller chercher un radicalement autre. Et c'est dans l'effort qu'on a à aller vers cet autre-là, qu'on se charge en intensité, et qu'on permet à la littérature, à l'art, d'être affecté par cette intensité-là. Écoutez ce texte comme il est beau. C'est donc sa réécriture. Seul, s'élevant du niveau de la plaine, et comme perdu en race compagne, montait vers le ciel les deux clochers de Martinville. Il a donc déjà vécu cette scène-là, et là, il réécrit, parce qu'il lui semble qu'il y a quelque chose qu'il a raté. Et qu'est-ce diable qu'il a raté ? Seul, s'élevant du niveau de la plaine, et comme perdu en race campagne, montait vers le ciel les deux clochers de Martinville. Bientôt nous en vîmes trois, venant se placer, en face d'eux, par une volte hardie. Un clocher retardataire, celui de Vieux-Vic, les avait rejoints. Les minutes passées, nous allions vite, et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin devant nous. Comme trois oiseaux posés sur la plaine, les trois clochers deviennent trois oiseaux. Immobiles et qu'on distingue au soleil, puis le clocher de Vieux-Vic s'écarta, prit ses distances, et les clochers de Martinville restèrent seuls, éclairés par la lumière du couchant, que même à cette distance, sur leur pente, je voyais jouer et sourire. Nous avions été si longs à nous rapprocher d'eux, que je pensais au temps qu'il faudrait encore pour les atteindre, quand, tout d'un coup, la voiture ayant tourné, elle nous déposa à leurs pieds. Et ils s'étaient jetés si rudement au-devant d'elle, qu'on n'eut que le temps d'arrêter pour ne pas se heurter aux porches. Nous poursuivîmes notre route. Nous avions déjà quitté Martinville depuis peu de temps, et le village, après nous avoir accompagnés quelques secondes, avait disparu que restait seul, à l'horizon, à nous regarder fuir, ses clochers et celui de Vieux-Vic, agités en signe l'adieu, leurs cimes ensoleillées. Parfois l'un s'effaçait pour que les deux autres pussent nous apercevoir. Un instant encore, mais la route changea de direction. Ils virent dans la lumière comme trois pivots d'or, et disparurent à mes yeux. Mais un peu plus tard, comme nous étions déjà près de Combray, le soleil étant maintenant couché, je les aperçus. Une dernière fois, de très loin, qui n'étaient plus que comme trois fleurs. Les trois oiseaux sont devenus trois fleurs. Trois fleurs peintes sur le ciel, au-dessus de la ligne basse des champs. Il me faisait penser, ainsi, aux trois jeunes filles d'une légende, abandonnées dans une solitude où tombait déjà l'obscurité. Et tandis que nous nous éloignions au galop, je les vis timidement chercher leur chemin, et après quelques gauches trébuchements de leurs nobles silhouettes, se serrer les uns contre les autres, glisser l'une derrière l'autre, ne plus faire sur le ciel encore rose qu'une seule forme noire, charmante et résignée, et s'effacer dans la nuit. Je ne repensais jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand au coin du siège, où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martinville, j'eus fini de l'écrire, je me trouvais si heureux, je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers, de ce qu'ils cachaient derrière eux, que comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. À chanter ou à écrire ? À chanter
ou à écrire. De quoi il parle? C'est quoi les clochers, en fait? C'est quoi les clochers? C'est quoi les clochers? La réponse, ça nous est venue par Butor, en fait. Un écrivain qui s'est amusé à chercher ça et qui a retrouvé des notes de Proust. Les moments de Marcel Proust, il s'appelle l'article de Butor. Hécate, personnage de la mythologie grecque. En effet, dans la mythologie grecque, Hécate se dédouble d'abord en deux divinités, Artémis et Perséphone. Artémis est l'Hécate simple, divinité lunaire. Perséphone est la triple Hécate, divinité infernale à 3 têtes et 3 corps. On voit par conséquent comment Hécate est habilitée à condenser la chorégraphie des clochers. Le clocher unique symbolise l'Hécate simple. Les 3 cochers symbolisent l'Hécate multiple. Avec ces 3 incarnations. Alors là, sans doute surinterprétation ou pas, l'intégralité de la recherche du temps perdu est hantée par la présence de 3 jeunes filles, de 3 femmes, pardon, de ces 3 femmes qui vont hanter l'itinéraire de la recherche du temps perdu, Gilberte, Oriane et Albertine. Cette chorégraphie d'Hécate commandant la dualité de l'Hécate simple et de l'Hécate multiple prend place chez Proust dans une autre dualité plus simple qui se partage tout son univers. Elle est indiquée dès le niveau de la table des matières du roman. C'est la dualité. Premier chapitre, nom de pays, le nom de pays, le pays. C'est 2 chapitres. Comme Platon, Proust distingue un lieu visible et un lieu intelligible, sorte de ciel des idées, mais comme Proust est romancier, il donne à son lieu intelligible une forme déjà concrète. Le lieu intelligible proustien, c'est la palette des noms de pays qui font rêver avant que l'on n'y soit jamais allé. Son lieu visible, c'est celui des pays, où ses rêves se réaliseront ou non, et le symbole d'Hécate est divisé par cette dualité. L'Hécate simple se meut parmi les noms de pays et selon le nom qu'elle y rencontre, elle va s'incarner parmi les pays, sous l'une des formes de l'Hécate multiple. C'est ainsi que Gilberte est rencontrée à Combray, Oriane à Paris et Albertine à Balbec. Les amours successifs du narrateur lui sont donc envoyés par la chorégraphie d'Hécate, réglée par la chorégraphie des clochers. C'est la chorégraphie des clochers d'Hécate qui décoche les coups de foudre. Le haut et le bas. Pour quelle raison? Bon, il n'est pas évident ce passage, hein, je sais bien, il faudrait que je passe du temps et tout, etc. sur cette question-là. Pour quelle raison est-ce que je voulais revenir sur ça? C'est parce que, d'une certaine façon, la recherche du temps perdu, ça parle que d'une seule chose, c'est le geste de l'écriture. Ce passage-là résume, condense, syncrétise l'intégralité du mouvement de la recherche du temps perdu qui est d'aller à l'écriture. La recherche du temps perdu, c'est une multitude d'impressions sensorielles. C'est un kaléidoscope de monde qui, de temps en temps, dans des moments de grâce, se réunit dans une impression forte de renaissance au monde. C'est ça, la littérature. Je passe par le « il », je passe par plusieurs « il », par un kaléidoscope de « il », pour essayer de recréer les conditions d'émergence du moment de grâce. Et le moment de grâce, c'est le cœur de chacun des romans, et ça dépend après du roman. Quel est le moment de grâce de Phèdre? C'est l'aveu. C'est l'aveu, et donc la destruction, et donc le mélange de la pulsion de désir et de la pulsion de destruction. 3 aveux dans Phèdre. Une à Énone, qui essaiera de la sauver et donc la trahira. Une devant Hippolyte, c'est son aveu de mort. Le retour de Thésée, et donc l'aveu devant Thésée, puisque bien sûr Thésée revient. Et là, elle va le voir, en ayant pris du poison. 3 moments qui sont à chaque fois 3 marches vers la destruction, qui est entièrement liée à la pulsion de désir. Ça parle de ça, Phèdre. De quoi ça parle? Hunter x Hunter. Comment est-ce qu'on peut finir ce live-là? Comment est-ce qu'on peut revenir à Hunter x Hunter? C'est quoi la tierce personne? Pour quelle raison est-ce qu'il faut repasser par la tierce personne? Pour découvrir son nom? Non. Non. Comment il le découvrira son nom, Meruem? C'est Nétéro qui lui donnera, au détour d'une phrase, en lui disant « Je te donnerai ton nom si jamais tu arrives à me battre. » Mais Nétéro lui donnera le nom indépendamment du fait qu'il soit battu ou pas. Le plan, il est foutu à l'eau dès le début. Personne n'a aucun rôle dans cette histoire. Personne ne sert à rien. Il y a des passages géniaux dans l'arc des Chimera Ants où on a des personnages qui se disent « Bon, on part, on reste. » À quoi ils ont servi? À ralentir? À quoi ont servi Shoot et Knuckle, à part ralentir
un personnage qui de toute façon savait plus où est son roi, un roi qui était déjà parti depuis longtemps, un roi qui a décidé lui-même de partir. Il y a cette scène géniale où il y a Netero et le grand-père de Killua qui sont là et qui ont essayé de se débrouiller pour écarter, puisque c'était ça le plan, les gardes du roi, mais le roi décide tout seul de s'écarter de ses gardes. Et il leur montre l'étendue de sa puissance en passant juste entre les deux, là, dans cette scène absolument géniale. Si vous prenez l'intégralité de ce qui se passe dans Chimera Ant, personne n'a vraiment d'utilité. Ils servent à rien. Le roi a décidé qu'il irait fighter Netero dans un coin. Le roi a décidé qu'il faudrait guérir cette tierce personne, qui effectivement est au cœur. Qu'est-ce qui est au cœur? De quoi ça parle, Chimera Ant? Qu'est-ce qui est au cœur? Et là, donc, dernier extrait, on s'arrêtera pour ça, sur ça pour ce soir. Le jeu. また勝負 Jouer. Hunter. D'un affrontement contre un méchant démoniaque, un peu perdu, qui cherche son identité. Non, ça parle d'entropie, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, c'est une histoire qui est déjà écrite à l'avance. Ça veut dire que tout est à chaque fois, tout est, comment dire, déminé avant même que ça se passe. Séparer les gardes du roi, c'est Meruem qui accompagnera tout seul le grand-père de Killua et Netero. Réussir l'ensemencement et le contrôle de ce territoire-là en vue de... Non, il est déjà condamné par la rose avant même que ça avance. De quoi ça parle, Hunter x Hunter? Ça parle de l'entropie. Ça parle d'une nécessaire retour à un point initial. L'intégralité des relations tendent vers la fusion vers un point. Pufu et Youpi ne font plus qu'un avec l'empereur. Et il reste juste, pour éviter, parce que si tout est dans tout, il n'y a rien, il reste juste une toute petit espace de jeu, un tout petit espace de décalage, et ce tout petit espace de tension qui permet à tous ces personnages-là de continuer à exister un petit peu et à résister, et comme une petite flamme en fait qui continuerait un tout petit peu, même si elle vacille, à brûler doucement. C'est ce pari final. Et la solution qui se cache derrière le pari final, c'est le jeu. C'est le fait de découvrir que derrière cette association d'esprits, il y a Komugi qui se cache. Et Komugi, c'est celle qui ne désire rien, et c'est celle qui n'a pas peur de mourir. C'est l'entropie. Et ce qui est magnifique, c'est que on pourrait se dire que dans ce cas-là, tout cela a été fait pour rien. La question, c'est pas seulement quel est l'objet d'Hunter x Hunter, de cet arc-là. L'objet, c'est l'entropie. C'est le retour, c'est Big Bang, Big Crunch. C'est le retour au Big Crunch. Et il n'y aura pas d'autres explosions. Dans ce cas-là, il n'y a rien eu. Mais non, parce qu'il y a le trajet, il y a le voyage. Et il y a ces différents îles, Pito, la tierce personne, Komugi, etc., qui sont des radicalement hauts, des inconnus, des secrets, dès qu'il faut aller découvrir, mais qui sont déjà là. Komugi, c'est une autre pour les Hunters avant leur plan, mais leur plan a déjà été réglé par sa présence. Komugi, c'est une autre par rapport au roi, mais il la connaît déjà. Ça va être donc une reconnaissance. Et pour quelle raison
est-ce qu'on a besoin de reconstruire un il et de reconstruire des morceaux d'altérité? Bah, tout simplement parce que ce qui est en jeu aussi derrière cette idée-là, c'est pas seulement le secret en fait, c'est le fait que par le parcours, il y a eu une charge en intensité et que ça s'est affecté de cette nouvelle intensité-là. Et là, il y a la piéta finale. Et il y a 2 piétas à l'intérieur de Hunter x Hunter. Une première piéta où on a Komugi dans les bras de Meruem, et une deuxième piéta, il faut pas que t'écoutes tout ça, Kilou, hein, j'espère que t'es parti depuis longtemps, hein. Et une deuxième piéta, je te laisse mets en pause, quoi. Et une deuxième piéta dans laquelle vous avez Meruem dans les bras de Komugi. C'est tout. Et la question, elle n'est pas dans à quoi ça a servi, ou le trajet, il revient à 0, quoi. Mais dans ce trajet-là, il y a eu cette intensité. C'est ça que nous apprend Madoka, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un récit? C'est un jeu de tension et de relations entre des singularités. Et ce jeu de tension et de relations est bouillonnant. Il est à l'origine de la violence. Il est à l'origine de l'intolérable. Il est à l'origine de la fascination et de l'amour. Et pour que cet intolérable, la fascination, l'amour, puisse continuer à être présent, à être entretenu, alors il faut aller voyager autour du cercle initial. Il faut aller poser des îles, il faut aller poser des tiers personnes, il faut aller poser des secrets, il faut aller chercher des trucs. Et vous allez aller chercher des trucs, vous faites le tour du piquet et vous revenez. Et vous êtes chargé en intensité. Et c'est ces différentes couches d'intensité qui vont s'exprimer dans un certain nombre de moments de grâce, qui peuvent être un moment de traumatisme, un moment de douleur, un moment de vengeance, une mort, ou un moment d'effusion. C'est ça, le récit moderne, fondamentalement. Et il est complètement lié à ce niveau-là à toute une tradition, en fait. Le récit épique moderne n'est pas linéaire. Le récit épique moderne, il est spiralaire. Et voilà, ce sera un peu ma conclusion pour aujourd'hui, quoi. C'est bien sûr, tout ça est bien sûr en chantier, quoi. Donc reste encore un peu abstrait. C'était important pour moi de bien noter un petit peu ces trucs-là. Derrière le triangle amoureux se cache la présence de ce il-là, ce il qui est posé comme une place qu'on pourrait endosser. Et ce qui compte, c'est moins la place à endosser que le trajet qu'on fait pour aller jusqu'à cette place-là. Et ce trajet-là, il se charge en intensité et il permet de nourrir la spirale qui est vraiment le récit, où on tourne sans arrêt. Et je finirai par Berserk. Les portes s'ouvrent, les boules de cristal, on trouve les 7 boules. Big Bang, Big Crunch. C'est une des intuitions de base, quoi. Je vais m'arrêter là pour ce soir. C'était pour poser un certain nombre de choses. Merci beaucoup aux courageux qui sont restés jusqu'au bout. Désolé que ce fut un petit peu abscon. J'espère que ça vous a permis de voyager un peu, de vous promener d'une œuvre à l'autre et tout, de tisser ces fils-là un peu entre ces œuvres-là, d'ouvrir un certain nombre d'horizons, quoi. Maintenant, je sais il va falloir aller donner de la rigueur à tout ça et voir dans quel sens tout cela peut aller. Donc, je vous embrasse tous bien fort. Encore un grand merci d'avoir suivi tout ça. Et dimanche, je ferai un petit live où ça sera beaucoup plus... Enfin, ça sera beaucoup plus... Je vais commenter une conférence, je vais refaire le Confan Talk. Donc, je vais commenter une petite conférence d'un philosophe qui est spécialiste du Japon. Ah, c'est cool, merci. D'accord, ok. C'est cool. Il faut que tu me dises quitter. Levi, merci Tana. J'aurai l'occasion, ouais, je vais commenter une petite conférence en fait d'un spécialiste du Japon autour de la question du ningen, de l'individu au Japon, de qu'est-ce que c'est, d'une introduction à la philosophie japonaise en fait. Mais ça sera promis pas compliqué, c'est vraiment de la vulga et tout, etc. Ah d'accord, ok. Ouais, bien sûr, je m'en souviens. C'est cool. C'est chouette, ça me touche que tu suives ça.
Donc voilà, c'était l'occasion de se promener dans ces différentes directions aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce petit truc-là. Je vais vous laisser avec la fin du combat d'Omura, parce que c'est quand même ça qui est cool, quoi. Donc je vous laisse avec la fin du combat d'Omura. Et puis... Ouais, je vais en faire un dimanche, mais ça sera de la philo. Ouais, c'était cool l'Institut, on a bien kiffé, quoi. C'était cool. Et puis, big up Marseille, big up quartier nord de Marseille. Et puis, donc voilà, je vous laisse avec Komura, quoi. Et puis, on se retrouve très vite, de toute façon. Des bisous à tous, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Et puis à très bientôt, quoi, de toute façon, quoi. Donc dimanche pour ceux qui veulent une petite initiation à la philo japonaise, et puis la semaine prochaine pour d'autres aventures, j'espère avec Backlodge, avec Ellie, pour bosser sur Sion Sono, et aussi très très prochainement avec Dir, avec Gear, avec JC encore, autour de... On va vous parler de Satoshi Kon. On va parler du cinéma de Satoshi Kon. On va se laisser porter un peu par Gear sur ça, quoi. Voilà, des bisous à tous. Omura pour le combat final dans la voile pour Geese Knight. Et puis à bientôt, nous, pour de prochaines aventures. Puis vous laissez quand même sur cette planche extraordinaire. Bye bye tout le monde.